Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, qu'on vous a pas trop manqué après presque 10 jours de pause. Là, vous avez pas eu votre épisode lundi passé. Donc, cette semaine, on est de retour pour parler football et plus particulièrement de Pro League. Et c'est pour ça qu'avec moi, aujourd'hui, j'ai Muse et Nathan. Muse, comment tu vas? Bah, ça va super. En ce moment, je travaille beaucoup, mais je fais ce que j'aime, donc ça va. Ouais, avec l'agence. T'as vécu une belle semaine quand même, footballistiquement parlant. Le flop de l'année, là, c'est ça, je pense, c'est ça? Ouais, bon, ça va, ça va. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais ça va, ça fait plaisir quand même. Euh, Et Tu sinon, ouais, sais, belle petite semaine. moi, je te laisse jusqu'au 28 février. Tu peux retirer ce que tu avais dit. Je peux accepter de. Ah, j'avoue, je me suis trompé. Après, tu Peut-être. vois, on peut tous se tromper. Peut-être que je me suis trompé, mais pour le moment, je suis pas à 100% convaincu. C'est bien ce qu'il fait. Pour ceux qui savent pas, on parle de Kylian Mbappé. C'est bien ce qu'il fait, mais je suis pas à 100% convaincu. Quand je le compare à Vinicius, c'est le jour et la nuit. C'est incomparable. Ça va. Il y a des gens qui ont fait pire. Il y a quand même des gens dans cet épisode prono qui ont dit que l'Atalanta allait être la surprise en Coupe d'Europe. Après, Ouais, peut-être qu'il n'avait pas tort. C'était la surprise de sortir contre le club de Bruges. Si on je regarde dans ce pense que sens-là. c'était dans ce sens-là, ouais. Ouais, je pense aussi. Et toi, Nathan, comment ça va? Toi, t'as passé une semaine un peu plus mitigée, on va dire. Ouais, compliqué. Là, pendant la semaine et tout, on a passé une très très bonne semaine. Et puis est arrivé ce dimanche catastrophique, pluvieux, alors qu'il faisait beau, mais c'était dans nos yeux que c'était pluvieux. Horrible. Franchement, on est habitué que contre les petites équipes à faire des matchs de merde, mais alors là, Ouais. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais bon, ça va. Je pense que s'il y a un choix à faire entre les deux, je pense que c'est Ah quand non, même. non. Eh, je suis pas comment il s'appelle, Blue Moon, là, ou Blue City, Ouais, qui dit, nous ouais, sommes en crise. ouais, non, nous sommes en crise. On n'a pas droit au bonheur, etc. Non, non, quand même pas. Je sais pas à ce niveau-là. Non, mais en fait, on s'est moqué d'eux, mais ils avaient juste un an d'avance, tu vois. Ils avaient juste un an d'avance. Maintenant, ils sont en crise et ils peuvent le tweeter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais quelques petits sujets à aborder dans l'intro dont on va pas parler. Premièrement, je ne sais pas si vous avez vu, et je trouve que ça fait écho un peu avec ce qui se passe en Belgique par rapport à l'arbitrage. On a vu chez nos voisins français un dirigeant d'un petit club du Sud qui a Euh, explosé, qui a pété un câble. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de Pablo Longoria qui est devenu totalement fou après la défaite de Marseille face à Auxerre? Bah, moi, ce que je trouve fou, c'est que j'ai revu l'action sur le deuxième carton jaune, mais il y a totalement jaune. Je comprends pas pourquoi il parle de corruption ou de arbitrage de merde. C'est deuxième jaune et c'est rouge. Non, c'est une réaction totalement disproportionnée. Et, quand tu es président d'un club, tu peux pas dire ce genre de truc. Et j'ai vu qu'il a présenté ses excuses, mais il doit être sanctionné. Ce genre de comportement, c'est pas normal. Tu as toute la presse européenne et mondiale qui reprend ça. C'est pas une bonne image pour le championnat français. Donc, non, je sais pas, je trouve ça très petit, très immature et très bête. ouais. En plus, il parle déjà la jaune qu'avait reçu je sais plus quel joueur au match d'avant. Ça avait déjà conditionné tout ça et tout. Balerdi, je pense, il avait dit Ouais, que c'était fait exprès que Balerdi soit suspendu. ouais, ouais, vraiment, la théorie du complot, quoi. Vraiment. Non, mais moi, ce que j'en pense, en vrai, bah, on voit tous, toutes les semaines, sur tous les terrains, que l'arbitrage, c'est pas fameux. Cette saison, encore plus, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Et donc, accuser vraiment d'un complot anti-arbitrage contre un club, c'est un peu lunaire quand même. Mais bon, après, il a peut-être ses raisons, hein, sur le moment. Moi, par exemple, hier aussi, moi, le match de Bruges, il y a des fois l'arbitrage, il a pris des décisions qui m'énervaient, mais qui, au fond, sont pas mauvaises. Toi, c'est pas des mauvaises décisions. Donc, t'es obligé bah, d'être objectif au bout d'un moment. Sur le moment, tu peux être un peu à chaud et tout. Il s'est excusé après, mais même si ses propos étaient quand même un peu problématiques quand même, hein. Je pense que, qu'est-ce qu'il disait déjà? Il a dit quoi? Je sais plus ce qu'il a dit. Enfin, un championnat de merde. Ouais, c'est la La Super League, on se casse corruption. directement, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Enfin, c'est Ouais, si corrompu. j'ai reçu 4 messages d'arbitres européens comme quoi qui me disent que c'est penalty, bah bref, n'importe Ouais, quoi. en plus,
Et Un quand il va peu. vraiment devant la caméra, il la regarde bien. Il Ouais, veut être non. sûr qu'on l'entend. Ouais, ça, Il c'est dit bien drôle. son nom. Ça, c'est drôle. Ou alors quand il s'excite dans les tribunes, que quelqu'un le filme, là. Ouais, non, il a Non. pété les J'avais vu le plombs. montage où quelqu'un avait rajouté une bande-son d'Hitler. En On vrai, en c'était avait- soit Chaplin, soit Hitler. Chacun Ouais. décide. Parce que c'est vrai que quelques jours avant, il y avait déjà eu avec le truc là, avec Nasser, où ils avaient filmé la réunion, où ça avait mis comme un flou sur lui, et ça dit, ouais, il ne faut pas penser à quelqu'un avec sa petite moustache, sa coupe de cheveux. Ah non. Le Non, pauvre. non, mais en tout cas, on voit que Marseille, c'est un peu plus compliqué. Et un deuxième sujet, on a parlé vite fait de la semaine européenne, sans parler du tirage de Bruges, parce qu'on va en parler un petit peu. Ça, on pensait quoi du tirage au sort un peu de la Coupe d'Europe? Enfin, Ligue des Champions, désolé, j'en ai rien à faire de la Conférence League. Ah ouais, ça drop direct. Après, non, je pense que tu as raison, on s'en fout un peu tous À tous. Ouais. de la Conférence League parce qu'il reste plus que ça. Mais je sais pas, en fait, au début, j'étais un peu mitigé, j'étais un peu limite dégoûté. Je me dis que Aston Villa, c'est quand même un gros morceau. Non, mais Non, Bruges, pas Le de match Bruges. retour se joue là-bas. J'ai dit on parle tous de au Bruges Bruges. après. Comment? J'ai dit, on parle de tous au Bruges, parce qu'on va en parler après. Attends, j'ai pas suivi du tout là. J'ai dit On que vous parle avez du pensé quoi un tirage. peu du tirage, sauf Ok, Bruges, parce qu'on va en parler après. C'est pas grave. ok, bah vas-y, je te laisse, alors on attend parce que moi je suis à l'ouest là. Ouais, non, qu'est-ce que j'en ai pensé moi qui suis aussi un peu supporter de Liverpool, je trouve ça un peu compliqué parce que tu tapes le PSG puis tu te tapes Bruges, donc c'est quand même pas ouf. Non, sinon, le Barça, hyper avantagé dans son tirage. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Ouais. Ils ont quand même une partie de tableau, vraiment, ils sont en demi-finale. S'ils sont pas en demi-finale, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a aussi 2 matchs inter-pays. Hein. Ouais. Donc, même Madrid, enfin, inter-ville, parce que c'est Ouais. l'Atlético Real. Et Leverkusen contre le Bayern, on va pouvoir enfin mettre en lumière la fraude qui est dans son compagnon. Non, c'est pas vrai, je pense pas du tout ça, les gars. Mais... parce que ça commence un peu à discuter. Ça commence un peu à discuter de ça, mais non, il va justement mettre les points sur les i, dire que c'est lui le meilleur coach, enfin le coach de la meilleure équipe d'Allemagne, et tu vas voir. On Et verra. donc Et voilà, globalement. toi Mus, tu as quelque chose à Moi rajouter? du coup, j'aurais quand même. En fait, le tirage du Real, je trouve que. De toute façon, tu avais ça ou Leverkusen, je pense. L'Atlético, c'est nos petits. Là, je vais être arrogant, je m'en fous, mais c'est la Ligue des Champions. L'Atlético, c'est nos petits et à moins qu'il se passe une catastrophe ou un phénomène paranormal, le Real passe en quart. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on est du côté du tableau où c'est beaucoup plus dur d'accéder vers la finale. Nathan le disait bien, le Barça, c'est vraiment un boulevard jusqu'au moins les demi faciles. Sinon, Ouais. Liverpool PSG, Après, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mhm. Mais sinon, non, le tirage est très bon. Pas toujours équilibré, mais niveau divertissement, je pense qu'on aura beaucoup à manger. Et j'ai hâte que ça commence déjà. Ouais, Ouais, pas... Atlético Real, moi je me rappelle, il y a 10 ans, on a pendant 4 ou 5 années de suite, on avait eu les Atlético ouais, Real en hein. Ligue des Champions, et à Ouais, chaque fois on c'était avait. incroyable. Vraiment incroyable. Donc moi Ouais, j'ai hâte d'avoir les matchs. Hein. t'as 2014 où t'as le but de Ramos, t'as Ouais, 2015 avec le but de Chicharito, Chicharito, 2016 c'est c'est la la finale, finale avec le ouais, but de Carrasco, Carrasco et tout. La 2010 demi-finale où t'as oh, Benzema qui fait son geste là. En ouais, où il fait 2017, son geste à à l'époque, Calderon. c'était le Vicente Calderon. Ouais, dernier match de Ligue des Champions là-bas. Donc ouais, mais moi, contrairement à Muse, je trouve qu'en fait le Real, quand on parle de partie de tableau, ce qui serait pas tombé dans la partie de tableau du Barça en haut à droite, mais en haut à gauche, au final, tu aurais eu Leverkusen et puis possiblement l'Inter. À l'heure d'aujourd'hui, je préfère avoir Atlético et puis Arsenal que Leverkusen Non, et c'est puis vrai, il joue Inter. Lille ou Dortmund hein, en quart. Non, c'est Barça. Barça, oui, Ouais, Lille, oui, c'est Dortmund en ça. quart. Et le Oui, mais côté en du Barça, gros, il est plus simple, moi, je le trouve. Real, s'ils avaient été de l'autre partie du tableau du Ah oui, truc, oui, ils le auraient fait Real, la oui, passe merde. derrière. Et c'était pas forcément mieux le Real d'être du côté gauche ou droit pour le Real, ça aurait rien changé. Ouais, surtout quand tu vois le niveau de l'Arsenal pour l'instant. Ouais. Après, bon, normalement, ils vont récupérer au moins Saka ou peut-être Martinelli avant, mais bon, dans quel état, on verra. Donc, on va rentrer directement, non, mais voilà, dans le sommaire. Donc, aujourd'hui, on va parler, pour commencer, de la semaine européenne de nos différents clubs belges. On a eu de la joie, de l'espoir et puis la fin des espoirs.
Ensuite, on parlera du Standard, donc qui a battu le club de Bruges, et on se demandera est-ce qu'il y a encore un espoir pour le Standard d'aller en Playoff 1. On finira par le derby bruxellois et avant de conclure par les arrêts de jeu. Donc pour commencer, par rapport à la semaine européenne de nos clubs belges, on ne va pas débriefer match par match, évidemment, on n'a pas le temps. Donc on va aborder un petit peu cette semaine en posant une question par affiche, on va dire. Donc on va commencer par ceux qui nous ont rendu très fiers, évidemment, le club de Bruges, qui s'est qualifié face à l'Atalanta en remportant le match retour 1-3 après leur victoire à l'aller. Nathan, toi, je vais commencer par toi, évidemment. J'ai envie de savoir, toi, quel match tu as envie de retenir de cette double confrontation entre le match aller, où c'est peut-être footballistiquement plus maîtrisé, mais où le résultat est plus short, et puis le retour où le match, au final, est assez vite conclu, où tu souffres, mais tu arrives à tenir et à arracher ta qualification. Mais clairement, moi, c'est la première mi-temps du deuxième match. Parce que vraiment, ce qui nous a manqué dans cette phase de Ligue, dans cette campagne de Ligue des Champions, c'était de la finition, d'être tueur quand il le fallait. Et là, vraiment, j'exagère peut-être, mais on a 3 occasions, 3 buts, je pense. Mais vraiment, c'est ça. On était létal, vraiment, ça partait en contre-attaque à toute vitesse. C'était en un temps, etc. C'était incroyable. Vraiment, le niveau qu'on a affiché là, c'était. On a eu de la chance aussi et tout, mais waouh, vraiment incroyable. Donc la première mi-temps du deuxième match. La première mi-temps du deuxième match. Et toi, Muse, si je vais choisir entre les deux matchs du club de Bruges? Je pense que j'ai préféré le premier match. Ouais, je dirais que j'ai préféré le premier match parce que je sentais un club de Bruges un peu stressé au début, mais qui a su imposer son jeu. Mais le deuxième match était bon quand même. Dès la deuxième ou troisième minute, Bruges a plié le match. Et c'était plaisant à voir. Et j'ai vu un jeu beaucoup plus en contre-attaque lors du match retour. Donc attendre et partir en contre, c'est pas ce que je préfère. Donc c'est pour ça que moi je dis que j'ai préféré le premier match où ça jouait beaucoup plus, ça attaquait. Et très fier du club de Bruges. Moi, je sais plus ce que j'avais prédit. J'avais dit que je pense que ça allait être très compliqué, mais pas impossible. Et voilà, ils ont prouvé que c'était pas impossible. Ils ont joué sans complexe. Et voilà, ça fait du bien de voir un club belge qui performe en Ligue des Champions. Et tu as l'Union, Anderlecht, tous ces clubs-là, Gantoise, Genk, qui pourraient prendre note et peut-être améliorer ce défaut-là en Europe. Moi, si je devais choisir, je fais comme toi, je choisis le premier match parce que dans le premier match, là, j'ai quand même vu le club de Bruges qui arrivait et qui s'est dit on va jouer notre jeu, on va pas, parce que c'est l'Atalanta qui a gagné l'Europa League, qui est top 3 Serie A, on va peut-être attendre, leur laisser le ballon. Non, on va jouer notre jeu habituel, on va essayer de les piquer. Alors, ils ont raté des occasions, tout n'a pas été parfait. On en avait parlé il y a la semaine, enfin il y a 2 semaines avec Carter et Erwan, où je sais qu'il y avait un certain joueur grec qui m'avait un petit peu énervé sur le match. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, j'avais été plutôt content de la personnalité vraiment montrée. Évidemment, le match retour aussi, il est top. Hein. C'est pas pour dire que le match retour est mauvais, mais le match aller dans la personnalité, moi, c'est celui que j'ai préféré et que je mets en avant. Ah, mais il y a 2 choses. Déjà, le match aller, tu es à domicile, donc forcément, c'est toujours différent. Et en plus, l'Atalanta nous a un peu pris de haut, comme j'ai l'impression. Et le match retour, tu avais ton résultat, donc tu devais juste profiter de ce que l'Atalanta allait te laisser et pas toi-même créer des occasions. C'était aussi compliqué. C'était une autre approche du match, forcément, tu vois. Donc, ouais. Mais c'est vrai que le premier match, on a mieux joué. C'est vrai, surtout les premières demi-heures de chaque mi-temps. Je trouve que vraiment, c'était les moments étaient très bons. Et à chaque fois, les fins de mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais sinon, c'était très bon. Vraiment, c'était un match référence, le match aller. Pour un club belge en Europe. Ouais, ça, c'est sûr que je me demande si c'est pas dans. Je pense que j'avais cru entendre dans le format Ligue des Champions, c'est la première fois qu'un club belge en Ligue des Champions gagne un match aller-retour. Enfin, ouais, c'est ça. Même gagner un match tout court. Hein. Juste. Depuis 92, quand c'est devenu le format de Ligue des Champions, c'est la première fois qu'un club belge gagne un match comme ça à élimination directe dans le match aller-retour. Ouais. D'ailleurs, j'avais jamais de question par rapport à ça parce que j'écoutais la 90e avant qu'on commence. C'était l'émission de la semaine passée plutôt. Vous êtes, ces barrages, vous en pensez quoi? C'est top ou vous aussi vous serez pour le format sur un match avec l'aller chez l'équipe qui est la mieux classée et on fait ça en un match? Franchement, c'est un bon débat. Ce format actuel, on me dérange pas, mais je pense que pendant le Covid, c'était quand même pas mal. Où tu n'avais qu'un match.
c'était sur un terrain neutre à ce moment-là où voilà, un match, celui qui gagne, il passe. Donc je sais pas, ça a tenté. C'est juste sur le barrage. Ouais, juste ouais. pour le barrage. Ok. Juste pour les barrages. En vrai, ça a tenté, je sais pas, ça a tenté. Moi, je serais pas contre. Mais ce format-là actuel, il me plaît bien. Mais voilà, pour changer ou voir, faire un essai, je dirais pas non. Moi, j'ai bien kiffé comme ça. Mais C'est très bien. Mais il faudra juste voir en fait sur 1, 2, 3 saisons si les clubs qui sont en barrage arrivent quand même à aller jusqu'au bout, tu vois. Parce que peut-être ça va les cramer un peu plus tôt et tout. Donc, mais il faudra voir sur la durée. C'est pas là maintenant qu'on peut vraiment juger, tu vois. Ouais, on verra. On va passer maintenant au deuxième club, pas celui qui nous a rendu le plus fiers, évidemment, donc le Sporting d'Anderlecht. Et là, la question par rapport à cette double confrontation est peut-être plus par rapport à la Coupe d'Europe d'Anderlecht cette saison. Est-ce que Anderlecht a tout gâché lui-même dans sa campagne européenne? En fait, c'est compliqué à répondre à ça parce qu'en fait, ils avaient très très bien commencé. Ils avaient même surpassé nos attentes au début de la phase de poule, tu vois, enfin de la phase de ligue. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils jouent les premiers rôles comme ça pendant 6 journées, même 5 journées, je sais plus. Et donc, en fait, c'est décevant la fin de ne pas avoir fini le travail pour être top 8. Donc là, il y a une vraie déception. Mais en fait, si tu reprends depuis le moment où il y a le tirage, ou même avant, quand c'était contre le Dynamo Minsk, il me semble qu'ils jouent les barrages, où ils avaient vraiment été pas très très bons. Tous les supporters même lui disaient ouais, on va faire de la figuration, nanana. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est compliqué pour d'être vraiment déçu quand tu vois d'où il partait. Maintenant, c'est vrai que c'est décevant vu comment ça s'est passé. C'est plutôt ça que. Et toi, Muse? Bah moi, je suis d'accord. Moi, franchement, j'attendais pas grand-chose d'Anderlecht cette saison en Europa League. Donc, dès le début, ils m'ont surpris avec des victoires contre la Sociedad, tout ça. Et comme Nathan l'a bien dit, ils ont gâché. En fait, ils ont gâché sur le dernier match et ils sont passés. Le top 8 leur est filé juste sous le nez, tu vois. Et je trouve ça malheureux et je pense qu'il y avait, avec un peu plus de chance, moyen d'aller un peu plus loin dans la compétition. Là, c'est tombé contre le Fener. Et voilà, le Fenerbahçe de Mourinho en plus. Une occasion, but, occasion, but. Le match était déjà plié à Istanbul. Au moins, je sais pas, gagner peut-être à domicile. Mais même ça, ils n'ont pas été capables de le faire, 2-2. Je trouve ça malheureux parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire alors qu'on s'y attendait pas. Et voilà, c'est dommage pour Anderlecht. Ouais, le match aller, Pareil. l'arbitrage, il était. Oui, Faut l'arbitrage pas était un oublier peu l'arbitrage du match aller. douteux aussi. Surtout sur le 1-0, normalement, il n'y a pas corner. Donc si Oui, il y tu a prends un ça. peu tous les petits détails comme ça, c'est malheureux pour Anderlecht, je dirais. Voilà. Et ce problème d'arbitrage-là, c'est pas que dans notre championnat. C'est en France aussi, c'est en Coupe d'Europe. Et je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment trouver une solution à ça parce que chaque week-end, il y a un club qui pète un câble. Le Real, il n'y a pas très longtemps. T'as Bruges, t'as Mignolet Marseille. qui disait que. T'as Mignolet qui disait là, contre le Standard, que l'arbitre a décidé du match, alors que ça ne devrait pas être le cas. T'as le match aller Bruges où t'as un penalty très généreusement accordé, tu vois. Non, il y avait péno. Donc voilà, c'est un phénomène qui touche un peu tous les clubs. C'est un phénomène qui touche un peu tous les clubs et je trouve ça dommage, voilà. Alors qu'on a la VAR, on a tout, mais je sais pas, je sais pas c'est quoi le problème. Ouais. Moi, donc par rapport à la question, moi je dis quand même que oui, ils ont tout gâché eux-mêmes dans le sens où justement ils ont réussi à se retrouver super haut, super vite, en gagnant des matchs qu'ils n'étaient pas censés gagner et ils ont perdu des matchs qu'ils sont pas censés perdre face à Hoffenheim. Ils auraient jamais dû perdre. Quand tu vois la forme d'Hoffenheim cette saison qui est catastrophique, le match nul à RFS là, tu prends un CFC à la 96e minute alors que tu as marqué toi-même en fin de match, tu dois jamais non plus. Tu arrives à les gagner quand même à Prague, tu arrives à faire nul face à Porto, tu arrives à aller gagner à Sociedad. C'est vraiment du gâchis et tu te retrouves toi-même en barrage de ta faute un petit peu. Et même le Fenerbahçe, alors il y a eu l'arbitrage évidemment à l'aller, ça c'est sûr. Mais en plus, le Fenerbahçe, c'est pas une équipe de dingue, quoi. Il y a des très beaux joueurs sur le papier, hein. C'est sûr. Nessiri, Tadic, Fred, il y a même Skriniar. Mais c'est pas une équipe de foot super. Enfin, moi, je pense que ça va sauter très vite. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient fini 24e. Donc, oui, vu qu'Anderlecht avait fini. Ouais, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait eu peut-être une petite épopée, un petit truc à faire.
Et voilà, tu t'es un petit peu sabordé toi-même avec l'aide de l'arbitre qui t'a bien aidé, qui a coupé, on va dire, la corde sur laquelle tu te rattachais. Mais tu ne devais pas être là, on est d'accord. Tu ne devais pas être Oui, en non, barrage. tu devais pas être en barrage sur ce que tu avais montré. Maintenant, troisième match, le match donc, enfin, double confrontation de l'Union face à l'Ajax qui malheureusement était éliminé au bout des prolongations. Est-ce que les unionistes doivent nourrir des regrets sur cette double confrontation face à l'Ajax, alors qu'on les annonçait peut-être un petit peu perdants au début, puis le match aller a confirmé ça pour qu'au match retour, enfin, moi perso, ça fait longtemps que j'avais pas été autant dedans pour un match d'Europa League que ce match-là. Bah, je dirais déçu, non. Ça m'a pas déçu parce que dès que j'ai vu le tirage, je me suis dit ça va être compliqué pour les unionistes de passer. Après, je me suis dit pourquoi pas sur 2 matchs, on sait jamais. Ensuite, tu as eu ce match aller de barrage au Ezel dans ce champ de patates. Franchement, la honte. Et j'ai vu que l'Ajax était vraiment supérieur, concrétisait leur action, construisait mieux. À ce moment-là, c'était 2-0. Je me dis, bon, c'est fini pour les Saint-Gillois et voilà, au revoir, merci. Ils sont bien battus. Et puis, il y a eu le match retour où je me suis dit, allez, pourquoi pas. Pocognoli disait en interview que tant que le match n'est pas terminé, on y croit toujours. Et du coup, ils sont partis dans cette mentalité-là. Et le match commence très bien, 1-0, puis 2-0, penalty. Et après, tu as le carton rouge où tu te dis, bon, tu as quasiment 70 minutes où l'Ajax va jouer à 10. Et je trouve ça quand même fou que l'Union Saint-Gilloise n'ait pas réussi à marquer un autre but alors qu'ils sont à 11 contre 10, tu vois. Et ensuite, dans le temps dans les prolongations, tu as Ajax qui marque. Ça fait combien ça fait 2-1, Ça ouais, faisait voilà, 1-2. 2-1. 1-2, ouais. Ouais. Et après, bon, on va encore parler d'arbitrage, mais c'est un fait. C'est la Ouais. réalité. Tu as la VAR, il reste 5 secondes, tu as un centre, tu as David, Promise, qui reçoit une droite, mais un truc de fou de boxeur. Rodriguez. Ouais, Rodriguez, excusez-moi, je suis pas raciste, désolé. Désolé. Où il lui casse le nez, mais la VAR ne revient pas dessus. Et le pire, c'est que l'arbitre voit le joueur à terre, le nez en sang, mais il se dit pas qu'il y a eu un contact dangereux. À aucun moment, le gardien a joué le ballon. Il lui pète le nez, mais non, la VAR ne revient pas. Et moi, je trouve ça scandaleux. Et là, sur ce coup-là, l'Union s'est vraiment fait voler parce que s'il y a but, ça part en séance de tir au but. Et à ce moment-là, c'est encore 50-50. Tu as toutes tes chances de te qualifier. Donc, sur ce coup-là, sur ça, oui, je suis déçu parce que l'arbitrage a clairement niqué l'Union. Donc, t'es pas déçu, mais t'es déçu un peu, en fait. Je suis déçu un peu à cause du deuxième match. Ouais. Mais sur l'ensemble, lors du tirage, je Ouais. m'attendais pas à grand-chose, tu vois. Je vois. Toi, Voilà. Nathan? Moi, en vrai, je m'attendais à ce que ce soit plus serré quand même. Par la confrontation, quand on avait dit Ajax Union, je pense qu'on en avait parlé dans le podcast d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on avait dit 50-50 ou 55-45, tu vois. C'était vraiment une affiche assez serrée. Mais le match aller, vraiment, c'était surtout la deuxième mi-temps, c'était assez catastrophique sur le champ de patate. J'ai l'impression que l'Union, ils n'ont pas réussi à jouer leur jeu, ils n'ont pas fait un bon match du tout. Et pour vous dire, je devais live tweet pour joueur belge le match retour. Et même, Ouais. je voulais pas, j'avais la flemme de regarder juste le match, donc je m'étais mis le multi-live. Et puis, ils mettent le 0-1. Alors, je commence à y croire, je me dis, oh putain, incroyable, je fais mon tweet. Là. Et puis, quelques minutes après, il y a le 0-2, mais annulé pour un hors-jeu là, de Bouffal. Et là, je me dis, oh, c'est bon, je vais regarder le match. Et donc, au début, je ne voulais pas du tout regarder le match. Et ils m'ont tellement hypé et tout, grâce à leurs actions, que je me suis mis devant le match. Et c'était vraiment très, très bon, jusqu'à la carte rouge, en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai l'impression qu'ils se sont dit, oh, c'est bon, on a égalisé, on a 11 contre 10, ils ont arrêté de mettre la pression. Peut-être ils arrivaient. L'Ajax était mieux regroupé, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup moins d'occasions, en fait. Et c'était très compliqué pour eux. Et ouais, forcément, tu arrives en prolongation et tu te prends une bête main là enfin, Burgess qui fait sa bête main, penalty, et derrière c'est 1-2, et derrière, bah, t'as pas réussi à marquer le 3-1. C'est un peu dommage d'avoir joué 90 minutes, 1h30 à 11 contre 10 et ne pas avoir réussi à te qualifier, c'est un peu dommage quand même. Ouais, c'est un peu dommage. D'ailleurs, personne n'a remarqué que je portais le maillot de l'Ajax. De Mais Goat. même pas, non, il n'était pas floqué. Je peux pas floquer un joueur qui est plus jeune que moi, désolé. Aïe. T'as mis ça pour le flow à vous.
J'ai mis ça juste pour le flow. Je passais Ah, mais dans ils ont des maillots de ouf. la boutique du stade, le maillot était dingue. Et je voyais les flocages, il y avait Jordan Henderson, j'ai dit désolé, j'aime trop le foot, je peux pas floquer ce genre de joueur, désolé. Un chien. Désolé pour les Liverpool. Mais non, ouais, moi aussi, en tout cas, moi je m'attendais à rien sur ce match perso. Je comptais même pas le regarder, puis pareil, un peu comme Nathan, je vois, hop, premier but, je suis rentré dedans. Et franchement, c'est vrai que le début de match qu'ils ont fait, niveau intensité, personnalité, enfin, quand même dans un stade, entre guillemets, hostile quand t'es l'adversaire, waouh, quoi. Enfin, là, j'ai revu l'union des grosses campagnes européennes des dernières saisons, qu'on n'a pas vu tant que ça, je trouve, cette saison. C'est pour ça que moi, j'avais pas autant d'attentes dans le sens, on a vu que l'union, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Et presque à un moment, on pensait qu'ils n'allaient pas sortir de cette phase de ligue. Ouais. Autant le début avait été mauvais. En tout cas, ouais, moi, j'y ai cru. Et moi, je suis déçu parce que cet Ajax-là, assez bizarrement, je l'ai trouvé assez décevante quand même pour un match à la maison, même quand ils étaient à 11. Footballistiquement, c'était pas dingue. Et heureusement qu'ils ont Mika qui est monté un petit peu plus tard dans le match, qui est arrivé comme une superstar. Le stade était en feu. Tu vois, sur son toucher de balle, que c'est un joueur différent. Mais voilà. Ouais. Non, rien à rajouter. Le dernier match, dernière confrontation, Gand donc face au Betis. La vraie question, la question qu'on se pose, est-ce que quelqu'un a regardé cette double confrontation? J'ai pas regardé la double. Attends, quoique, j'ai regardé un peu le premier match, l'aller. Je crois que j'ai regardé 10-15 minutes. J'ai dit, j'ai pas envie de me torturer. J'ai enlevé, je sais pas, c'est sur autre chose. Moi, j'ai vu en multi-live. J'ai mis le score, et même le match retour, je l'ai même pas regardé. J'ai vu le score, j'ai dit, ils ont gagné, c'est bien. C'est tout. Ouais. Moi, j'ai juste vu multi-live, donc quelques actions par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment vu le match, quoi. Je voulais pas m'infliger ça, je voulais regarder un peu plus ce qui se passe en Europe. Moi, tu peux me dire qu'il y a une météorite qui est arrivée sur le stade et qui a tout explosé. Je suis pas au courant. Ce match, je suis au courant de rien. Je sais pas. Ils jouaient en quelle couleur? Ils ont joué le match aller où? Le match retour où? Tu peux me dire qu'Anthony a mis un quintuplé, qu'il a dribblé le gardien? Rien vu. Enfin, je pense que si on regardait le match, on faisait un live pendant le match aller et que on a vu que le Betis a marqué. Et je pense qu'Anthony a marqué au match aller. C'est tout ce que je sais. Mais sinon, franchement, courage, la Conference League. Plus la Gantoise, non, désolé, je ne peux pas. En tout cas, la Gantoise de cette année. Peut-être la Gantoise d'il y a 2 ans, la Gantoise de Haine, j'aurais suivi. Mais là, non, cette année. Il y a 2 ans, ils avaient fait un parcours, hein. Ou 3 ans. Ouais, il y a. C'est la même année qu'Anderlecht? Ouais, c'était en 2022 ou 2023. 2023, quand le grand Brian Rimmer est arrivé, les deux, ils avaient fait un plutôt beau parcours. Je pense que c'est West Ham? Ouais, c'est West Ham en quart. Ouais, qui a d'ailleurs gagné après. D'ailleurs, j'ai vu le tweet légendaire de la page de West Ham, que la vidéo de Declan Rice qui dirait que c'est le dernier titre qui gagnerait, c'était celui-là. Et à l'heure actuelle, ils ont toujours raison. Donc voilà, pour terminer sur ce point. Donc là, on a 2 qualifiés sur 5. Hein. On a le Cercle qui était déjà qualifié pour la suite de la Conference League qu'on ne regardera pas. Et le club de Bruges, donc, qui a eu son tirage, donc qui va retrouver Aston Villa, hein, Muse. Donc maintenant, on va pouvoir en parler. Il a donc déjà affronté en phase de ligue avec une victoire sur ce penalty provoqué par Tyrone Mings, là où il n'a pas compris qu'en fait, il ne pouvait pas toucher le ballon avec les mains, que ça, c'était au gardien. Ça, c'est pas lui. Donc, première question, est-ce que pour vous, quel était le meilleur tirage entre tirer donc les Aston Villa ou le LOSC? Et enfin, est-ce que vous croyez à une nouvelle qualification des Brugeois dans cette double confrontation où le retour sera encore une fois à l'extérieur et là au Villa Park? Moi perso, je pense que c'est pas le meilleur tirage. J'aurais tellement préféré jouer Lille déjà parce qu'on a déjà joué Aston Villa et aussi parce que c'est juste à côté. Tu aurais pu avoir des courts déplacements de supporters. Je crois qu'il y a 70 km entre les deux villes. Ça aurait pu être vraiment un truc de fou pour les deux clubs d'ailleurs, hein, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et ensuite, Aston Villa, on les a déjà joués, donc c'est un peu redondant. En plus, on les avait vraiment pris au moment où ils étaient en surconfiance. Ils venaient de faire 9 sur 9. Ils se disaient, on va faire tourner parce qu'on sait que ça va être facile. Et on les avait battus en les prenant vraiment à la gorge. Ils ne s'attendaient pas, ils se sont fait avoir et tout. Et en plus, on a un cadeau, hein, je n'oublie pas. Mais on les a vraiment pris au bon moment. Maintenant, ils vont nous prendre vraiment plus au sérieux. Déjà, on les a battus d'une manière un peu bizarre avec ce penalty. Et
et on les a battus tout court. Donc, ils vont vouloir se venger et il y a une place en quart de finale à aller chercher. Donc, ça va être compliqué. Et il y a Marco Asensio en plus maintenant. Hein. Ah, donc c'est possible en fait. Genre, je pense que. Demande à Chelsea, ils vont te dire. J'ai l'avais doublé. Non, mais je rigole. En plus, c'est Rashford. Ils ont bien recruté. Ouais. Et toi, Muse Bah moi, au début, je partageais le même avis que Nathan. J'ai dit que c'est le pire tirage possible entre les deux équipes. Que Villa, vu qu'ils avaient perdu la première fois, ils vont se dire, bon, on a perdu, là ils viennent de sortir l'Atalanta, c'est pas des petits, on va les prendre vraiment au sérieux. Et je pense que ça change tout. Et même le déplacement à Lille, tu vois, c'est beaucoup plus simple, tu as moins de 100 km. En 1 heure, tu es là pour les supporters, ce serait plus facile de se déplacer. Même une petite rivalité entre clubs belges et français, tu vois, où tu vois Lille, tu vois le club de Bruges sortir un club français. Je pense que ça m'aurait fait kiffer. Mais moi, je pense que c'est quand même pas dramatique, aussi dramatique que ça. Le match aller se passe à Bruges. Donc, si tu fais un bon match aller, que tu gagnes un 1-0 ou un 2-1 et que tu repars avec la même mentalité que contre l'Atalanta, tu as toutes tes chances d'aller chercher cette place en quart de finale. Donc moi, je ne désespère pas. Je dis quand même que c'est 50-50. Tout dépendra du match aller. Si ce match aller-là se passe bien et que Bruges gagne, j'y croirai de plus en plus. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit si dramatique que ça. Bruges a ses chances. J'ai cru que voilà. tu allais dire que tu avais changé d'avis. J'aurais préféré Lille aussi, hein. Je ne vais pas me cacher. Mais attention à Lille, ça peut être aussi une équipe surprise un peu comme Bruges. Mais moi, c'est même pas dans le sens où Lille est forcément moins fort que Villa. Hein. Pour moi, les deux équipes, ils ont plus ou moins le même niveau. Ils ont montré le même niveau en Ligue des Champions. C'est juste par rapport au déplacement et au fait qu'on avait déjà joué. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le déplacement en 1 heure en bus, c'était là-bas. Donc voilà, mais j'aurais préféré Lille, c'est Aston Villa. Tout dépendra du match aller. Mais j'ai cru que tu allais changer d'avis parce que tu as dit au début. Du coup, je croyais que tu allais dire que maintenant tu as changé d'avis, mais au final, tu as dit au début. Mais... Non, parce qu'au début, je pensais comme lui que c'était un mauvais tirage, tu vois. C'est le moins bon des deux tirages, mais c'est pas un mauvais tirage. C'est un mauvais, il a battu. C'est pas désastreux, tu vois. Il suffit de faire un très bon match aller et voilà, ça se passera bien, je pense. Ouais, moi, par rapport à mon avis, moi, je préfère, assez bizarrement, je préfère tirer Aston Villa parce que moi, Lille, je sais pas, j'ai l'impression elle a la gueule de l'équipe surprise qui va très loin dans cette Ligue des Champions parce que contrairement à Aston Villa, je trouve que sur sa phase de Ligue, elle a eu déjà un parcours plus compliqué. Enfin, elle a quand même eu le Real, elle a eu l'Atlético, elle a eu la Juve, elle a eu Liverpool. Bon, ils n'ont pas battu Liverpool, certes, mais voilà. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match, donc je trouve qu'ils ont montré. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe qui, dans des grands soirs, peut vraiment aller très haut. Ils ont écrasé Feyenoord totalement là sur un match où ils pouvaient tirer de n'importe où, ils auraient marqué. Enfin, je pense que Genesio pouvait tirer, ils auraient marqué. Donc moi, et puis je trouve qu'elle a aussi des joueurs. Bon, maintenant, il y a Rashford qui est arrivé avec Aston Villa, mais je ne sais pas s'il sera disponible. Zegrova déjà pour le 8e, mais tu as des joueurs, je trouve qu'ils ont des joueurs spéciaux qui peuvent vraiment te faire très mal. Après, maintenant, Aston Villa, un joueur comme Rashford. Après, quel Rashford sera là? Est-ce que ce sera le Rashford qu'on voit actuellement qui a l'air plutôt bien ou le cadavre qui était à Manchester United depuis 2 ans? Mais moi, pour ça, Lille, voilà, ça me faisait un petit peu peur. En plus, avec Jonathan David, t'es sûr qu'ils auraient eu un petit penalty à un moment donné dans la double confrontation. Et là, autant avec Atalanta, je parlais aussi beaucoup du match retour où le stade de l'Atalanta, bon, voilà, c'est pas forcément un stade où tu vas être oppressé, où ça va faire peur. Autant le stade d'Aston Villa, quand je vois la pression que le public s'émet, j'ai vu des matchs, je me souviens, passer face à City, face à Liverpool, face à Arsenal, surtout face à Arsenal et City, parce que je pense qu'ils les avaient enchaînés les deux sur quelques semaines, où je me souviens City qui fait aucun tir presque là-bas. Ça peut vraiment être très très dur d'aller jouer chez eux, donc je suis un petit peu plus négatif. Ils peuvent toujours se qualifier, mais j'ai un petit peu plus peur que le match face à l'Atalanta perso.
Ouais, le style de Aston Villa convient pas. Atalanta, ils avaient vraiment un style de jeu qui était parfait pour ce qu'on voulait mettre en place, les contre-attaques et tout. Aston Villa, c'est un peu pareil que nous, quoi. Ils aiment bien jouer les transitions, etc. Donc, faudra voir comment ça va se dérouler. Ouais. Après, la chance, c'est que Dourane n'est plus là et que c'est pas cette saison, c'est pas le. Ouais, je t'ai fait éteindre par Ordonez. Éteindre. Il n'existait pas. Et bon, c'est pas du très grand Watkins cette saison, donc bon, il faut espérer. Mais bon, après le dernier match de Villa, quand je vois ce qu'ils ont fait contre Liverpool là en semaine, j'espère qu'ils ne seront pas à ce niveau-là pour En plus, Youri Tillmans, il va vouloir prouver que c'est le meilleur milieu belge face au vrai meilleur milieu belge actuel. Oh là là, ça va être compliqué ça. Ouais, j'aurais l'impression d'être à leur début à tous les deux. Ah ouais, c'est vrai ça. Ça va être beau, le parallèle. Un bon Anderlecht Lokeren. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur la Pro League et on va parler d'un match qui a fait un très grand plaisir à Nathan, évidemment. Non. Donc le Bruges Standard, encore un espoir pour le Standard. Donc c'était le choc du début d'après-midi dimanche au Jan Breidel Stadion entre le club et le Standard. Donc victoire 1-2 en fin de partie des Rouges grâce à Zekiri Ayensa. Donc le fait du match, évidemment, c'était la rouge de Tsolis qui a relancé le match. Première question. Par rapport à ça, est-ce que le Standard, au final, malgré ce fait de match, est-ce que le Standard a mérité cette victoire, tout simplement? C'est une bonne question. Mérité. Non, je dirais qu'ils méritent quand même. Parce que venir à Bruges et gagner, c'est pas n'importe qui le fait et c'est pas la première fois. Surtout cette saison, si je me trompe pas, c'est 2 victoires contre Bruges, Nathan. Ouais, ils avaient gagné 1-0 la deuxième journée, il me semble. Voilà, donc moi je pense que ces 2 victoires-là, c'est pas quelque chose d'anodin et que c'est mérité. Ils se sont bien battus avec leurs armes. Et moi je dirais que le fautif ici, c'est Solis, où sur la première action, c'est un plongeon, tu vois. Moi j'ai revu l'action sur plusieurs angles. Moi je trouve que c'est un plongeon parce que il n'y a même pas encore contact que tu vois qu'il part déjà au sol. Donc là, ce carton jaune-là, il est totalement normal. Moi, je ne le mettrais pas la jaune. La deuxième action où il écrase un peu la cheville de Fossé et c'est rouge. Donc le match s'est joué sur ça et ça a motivé le Standard. Et voilà, au final, ils ont gagné. Donc moi, je trouve que c'est une victoire méritée. Et il y avait une stat que j'avais sortie où tu as Bruges qui perd à chaque fois des points après des matchs de Ligue des Champions. Et voilà, ça s'est encore passé. Bruges n'a pas bien géré ses temps forts et peut-être qu'ils étaient fatigués ou quoi. Mais le Standard est venu en mode guerrier, ils se sont imposés. Voilà, c'est mérité. Ouais, moi je sais pas si c'est le Standard qui mérite de gagner ou si c'est Bruges qui a mérité de perdre avec ce qu'ils ont encore fait, quoi. C'est là combien de fois, comme tu le dis, ça fait plusieurs fois qu'après les matchs européens, on joue pas forcément les top clubs du championnat et on fait des matchs de merde. Si tu joues contre... Vous avez perdu 17 points en 7 un matchs. truc comme ça. Vraiment, c'est incroyable ça. Alors que quand tu vas jouer contre... après un match européen, tu joues contre Anderlecht ou l'Union et tout, tu fais des super matchs, mais quand tu vas jouer contre les plus petits clubs, tu as à chaque fois ce down de motivation, j'ai l'impression, où tu ne te donnes pas à 100% et forcément, au bout d'un moment, tu perds des points bêtement, quoi. Enfin, moi, ça m'a un peu énervé. J'ai été énervé de beaucoup de choses du match d'hier. Hein. L'arbitrage, j'ai vu plein de gens en parler. Moi, ok, tu vois, il y a des phases où c'est très... À chaque fois, c'est des zones grises, j'ai envie de te dire, et ça va plus sur l'avantage du Standard, mais il n'a pas fait d'erreur, hein, le mec, donc je vois pas pourquoi tout le monde parle de scandale et tout. C'est Bruges qui doit s'en vouloir qu'à eux-mêmes d'encore avoir raté plusieurs occasions et d'avoir laissé le match se dérouler comme ça, quoi. Enfin, si tu tues le match en première mi-temps, jamais t'as ça, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Moi, ça m'a énervé et j'ai pas trop envie d'en parler plus que ça. Moi, je pense que si du côté brugeois, ça dit que ce match-là, c'est un scandale niveau de l'arbitre, c'est ces 2 cartons jaunes. Et quand moi, en tant que spectateur neutre, quand je revois les 2 actions, mais tous les jours, tu as 2 jaunes, donc cartons rouges. Mais en fait, la première, moi, je la donne pas. Ok, mais c'était pas la catastrophe. Comme un peu, tu vois, Mignolet ou le président, ce qu'il dit. Donc, non, moi, je trouve que c'est beaucoup de mauvaise foi. Ouais, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Parce que tu voulais pas perdre le match et tu l'as perdu bêtement. Quoi. Ouais, donc, il cherche des excuses de merde. Vas-y. Ouais, moi déjà, j'ai pas passé une belle après-midi devant ce match parce que c'était quand même pendant une grande partie du match vraiment un match chiant. Enfin, tu voyais que, et là je me pose la question, est-ce qu'il fallait pas un petit peu faire quelques changements dans le 11 et pas forcément remettre les mêmes mecs que
que l'exploit de l'Atalanta pour avoir des joueurs qui ont envie de vraiment du match parce que ils ont envie de se montrer, ce qu'il n'a pas fait. Mais moi, j'ai pas aimé le match de Bruges, comme Nathan disait, j'ai pas du tout aimé le match, mais j'ai pas non plus forcément aimé le match du Standard, parce que voilà, juste avec la compo, ils ont quand même montré leurs intentions, c'était pas de prendre les 3 points. Quand tu viens avec un seul attaquant, un seul joueur offensif, c'est voilà, la première mi-temps était pas dingue des deux côtés, je trouve. Enfin, le Bruges avait évidemment le ballon, mais ils sont pas. Parce qu'il y a eu des matchs de Bruges qu'ils ont perdu, mais où tu te dis, mais purée, aujourd'hui, c'est pas notre jour, on rate tout devant la cage. Mais là, en fait, il n'y a pas eu non plus tant d'occasions que ça. Enfin, Bazounou, il a raté un moment d'intervention, mais sinon, il n'a pas été canardé en première mi-temps. Où tu te dis, waouh, purée, il est en feu. À la fin, il a quand même eu des trucs à faire. Ouais, sur la fin, mais pas sur la première mi-temps. Sur la fin, quand Bruges doit revenir, veut gagner, là, il a fait une très très belle fin de match et il a fait oublier d'ailleurs sa première mi-temps. Mais voilà, et c'est un match au final. Voilà, le Standard, même à 11 contre 10, sur une partie du match, je ne les ai pas trouvés dingues. Je n'ai pas vu une pression. Voilà, et au final, ça tombe un petit peu du ciel, je trouve, cette victoire. Voilà, où tu as le penalty donc, qui arrive, et puis tu as ce but d'Ayensa. Moi, je trouve que ça tombe un peu du ciel. Après, je ne vais pas dire qu'ils l'ont pas volé, parce que voilà, au final, ils ont eu, mais c'est pas une grande prestation du Standard qui a acculé totalement Bruges. Voilà, et Bruges, je peux pas dire non plus que voilà, ils n'ont pas non plus fait un grand match. Et les événements font que putain, ils disent merde quoi, et qu'ils veulent chercher des excuses, mais il n'y a pas d'excuses. Ils ont fait un mauvais match. Malheureusement, ça fait beaucoup de points de perdus sur les dernières journées. Et ouais, par contre aussi Verhaeghe, on en a parlé, mais ce qu'il a dit, je trouve que c'est honteux pour un président. Ce qu'il a dit aux arbitres et les menaces qu'il a fait, ou en gros, je sais pas, ils ont dit que c'est pour faire ce genre de prestations. Je ne trouve pas si stupide ou un truc comme ça. Non, il abuse. Vraiment, il abuse. Il a vraiment abusé. Il avait le seum, quoi. Moi aussi, j'avais le seum à la fin du match. Hein. Je dis pas le contraire, mais bon, tu fais pas ce genre de déclat. Ouais, quand tu es le président du plus grand club de Belgique du moment, tu sors pas grandi de tout ça. Donc voilà. Donc, pour se concentrer sur le Standard, on en a déjà parlé pas mal de fois sur cette fin de championnat compliquée où ça affronte tous les membres du top 6. Donc là, ils sont revenus à 3 points de la Gantoise, qui a réussi au final à aller chercher un point face à Genk. Donc, pour Gand, il leur reste un match face au club, face à l'Antwerp et face à Courtrai. Tandis que pour le Standard, on a le Classico, puis l'Union, puis l'Antwerp. Donc, encore une fois, est-ce que, donc 3 points, 3 journées, est-ce que le Standard peut, donc dans 3 semaines, se retrouver en play-off 1? Non. Franchement, ça va être très, 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 très dur. Déjà, tu as ce Classico-là. Je ne veux pas leur porter l'œil, mais je le sens bien. Ce Classico-là, je le sens bien pour le Standard. Mais après, tu te déplaces à l'Union, où ça va être super compliqué, et tu reçois l'Antwerp. L'Antwerp, comme je l'avais dit il y a quelques émissions, c'est les montagnes russes. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Donc, j'ai envie d'y croire. Tu crois? Mais vu les 3 rencontres, je sais pas. Franchement, j'en ai vraiment aucune idée. Je dirais quand même que la Gantoise. Je pense que la Gantoise sera dans le top 6, c'est pas le Standard, malheureusement. Ça va. Moi, je reste aussi sur la Gantoise. Et deuxième question, est-ce qu'au final, pour le Standard, ça a vraiment un intérêt d'aller en play-off 1 plutôt qu'en play-off 2, selon vous, et peut-être, on va dire, vivre 10 matchs où tu te fais taper un peu par tout le monde, ou au contraire, non, il y a de l'expérience à apprendre et il y a aussi peut-être des beaux matchs à offrir aux fans? Pour l'ego, oui, c'est bien d'aller en play-off 1, mais je vois pas ce qu'il pourrait y faire, tu vois. Donc autant aller en play-off 2 et te battre pour, je sais pas, il y a une place en Europe ou pas? Une place en barrage face à En barrage, voilà. Tu vas être face au 5e, quoi, ou au 4e, je sais jamais. Je pense que ça dépend qui Voilà, gagne. autant miser sur ça, tu vois, qu'aller en play-off 1, je sais même pas ce qu'ils vont y faire, tu vois. Donc, mais moi, il me semble que le Standard je préfère qu'ils aillent en play-off 2, c'est plus intelligent pour eux. Finalement, après, les revenus aussi, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont des problèmes financiers et le truc, ils comptent sur l'argent des play-off 1 pour être bien
financièrement, tu vois, avec leurs problèmes qu'ils ont actuellement. Mais bon, c'est vrai que sur le terrain, qu'est-ce que ça va donner, quoi. C'est ça qu'on se demande. Ouais. Voilà, tu vois, ça sert à rien d'aller en play-off 1 si tu vas te faire ridiculiser, tu vois. Parce que Après, avec le top 1, le top 3, le top 4 est beaucoup plus fort. C'est à voir, pour qu'ils décident. Mais moi, je les vois très difficilement en play-off 1. La vérité, je les vois très, très difficilement en play-off 1. après, Gand, tu vois, c'est pas non plus hyper beau à avoir joué avec un gros niveau et tout. Mais c'est quand même bien au-dessus du niveau du standard, parce que ce que propose le standard depuis le début de saison, c'est assez dramatique. Je suis même pas sûr qu'il soit dans les 8 plus belles équipes à avoir joué, tu vois, enfin, qui propose le jeu le plus. Ah, tu peux augmenter. Hein. Tu peux monter 9, tu peux 10, tu peux mettre 13 peut-être. Allez, j'ai pas le mot en tête, mais bon, vraiment, c'est assez scandaleux. Moi, j'espère vraiment qu'on peut y être pour pas récompenser leur jeu, quoi, vraiment. Ah ouais, moi aussi. Hein, parce que là, voir quand même Ivan Leko qui reçoit le prix quoi du coach du mois, waouh, beau championnat. Je sais pas qui Ouais. vote pour ça, mais waouh, ça fait. J'ai mal à mon football hein, quand je vois le Ouais, standard. parce que encore en début de saison, tu pouvais dire, ouais, l'effectif, il y a un mais maintenant, regarde l'effectif qu'ils ont. Tu peux proposer du foot maintenant. Faut arrêter ces histoires de, ouais, on veut gagner des points. Non, je joue au foot en moment. Putain. Non. Ouais. Pour terminer sur ce sujet, pour revenir quand même sur le perdant du jour, donc le club, donc c'est 5 sur 15 en championnat. Est-ce qu'on peut être inquiet ou bon, vu le fait qu'il y a la Coupe de Belgique, il y a avec des champions, c'est presque division normal du en fait de perdre des points. Moi, je trouve Bah, que c'est normal, non. Bruges va gagner tous les matchs. Surtout quand tu vois les adversaires, tu vois, à Saint-Tron, je crois qu'il y a 2 expected goals en plus, tu dois gagner le match. Contre l'Antwerp, je rappelle même pas comment c'était. On a pris 2 buts à la 90e, c'était n'importe quoi. Enfin, vraiment, Bruges va gagner tous ces matchs qui disputent en championnat. Il y a peut-être 2-3 matchs, genre déplacement à l'Union, Genk, Anderlecht, c'est des matchs plus compliqués, mais globalement, même si tu as beaucoup de matchs, tu as l'effectif, tu as gagné grâce à la Ligue des Champions plein d'argent pour avoir un effectif assez construit pour pouvoir jouer sur tous les fronts. Donc ça va pas vraiment être une excuse. Alors c'est vrai que maintenant, en 2025, il y a eu un énorme enchaînement. Je pense que depuis le 10 janvier, c'est vraiment toutes les semaines, c'est 2 matchs. Et c'est la première fois là maintenant qu'on va avoir une semaine sans match. Et ouais, donc peut-être que là, tu peux avoir une excuse, mais non, Bruges 5 sur 15, c'est scandaleux. Surtout, c'est vraiment un problème d'efficacité, quoi. Peut-être pas le match d'hier, mais globalement, c'est un problème d'efficacité, quoi. Ouais, je suis d'accord. moi, le match que je trouve le plus scandaleux, figure-toi, c'est contre l'Antwerp. Il y a quelques temps où tu es largement supérieur, tu produis tellement d'occasions que tu concrétises pas, et dans le temps additionnel, 2-1, chérie, et tu perds, et ensuite enchaînes un match nul, et tu perds des points bêtement. Donc, se dire que si c'est normal que le club de Bruges perd des points, non, mais il faut voir la façon, et quand tu vois la façon, tu dis que ouais, en fait, c'est logique, ou quand tu crées 1000 occasions et que t'es pas foutu de marquer, tu vois, c'est logique que tu perdes. Et en plus de ça, tu as l'Europe que tu dois gérer, donc tu dois faire tourner, tu dois faire attention à ce que tes joueurs ne soient pas en sur-régime. Au final, quand tu réfléchis bien, c'est normal, mais le club de Bruges devait mieux gérer ça, surtout sur des petites rencontres où tu as largement beaucoup plus fort, que tu sois dans le jeu, dans les occasions, mais voilà, tu marques pas et tu le payes. Le foot, c'est comme ça. Quand tu gaspilles trop, derrière, tu te fais punir. Moi, je dirais, c'est pas normal, mais c'est pas inquiétant, comme vous le dites. Vu que c'est pas des matchs où t'es cata ou quoi, c'est des matchs où tu produis, où tu rates des occasions, où tu rates des buts. Donc bon, c'est pas normal. C'est-à-dire que le club de Bruges fasse aussi peu de points sur les 5 derniers matchs, mais c'est pas inquiétant parce que tu vois, c'est juste une question de finition. Et bon, ça, à un moment donné, je sais pas si ça va dire que ça va venir, oui et non, mais à un moment, quand tu crées autant d'occasions, ça va payer, ça va finir par rentrer. En tout cas, dans la plupart des gros matchs. Hormis l'Antwerp et peut-être la Gantoise en début de saison contre Anderlecht, t'as pu gagner face à Genk, t'as pu gagner, donc moi je me fais pas de soucis. Bon. Mais bon, c'est toujours des points que tu laisses Genk prendre. Après, heureusement, ils ont fait nul ce week-end parce que là, sinon, ça devenait quand même 11 points, je pense. Ça reste que 5,5. Ça reste que 5,5, mais bon.
Mais bon, voilà. Donc maintenant, on va passer à la seconde rencontre, hein, celle de 18h30. Donc c'était le troisième choc, hein, parce qu'on était sur un Super Sunday. Donc on avait nos deux éliminés du jeudi dont on a déjà parlé, mais qui avaient peut-être laissé des impressions différentes. Donc première chose à noter, c'est que eux aussi, on était repartis sur les mêmes 11 que jeudi pour les deux coachs. Les Saint-Gillois donc se sont imposés 0-2 au Lotopark grâce à Kalaili et Nyang. Donc l'Union Saint-Gilloise qui n'avait plus gagné face à Anderlecht depuis juillet 2023, parce qu'à un moment, à partir de leur remontée, ils tapaient à chaque fois Anderlecht, puis Anderlecht a enfin regagné la saison dernière et avait maintenant réussi à garder une petite invincibilité, mais qui a pris fin assez tôt. Donc on va parler d'abord des vainqueurs, évidemment, qui, malgré la déception de la semaine, ils ont plutôt bien réagi. J'avais envie qu'on s'intéresse un petit peu à une personne dont je trouve on parle pas assez. C'est Sébastien Pocognoli. Parce qu'il a eu des débuts assez compliqués, malgré la victoire en Supercoupe face au club de Bruges. Donc là, l'Union revient bien depuis plusieurs mois. J'ai envie d'un peu... C'est quoi votre avis sur le coach Sébastien Pocognoli? Pour te dire la vérité, au début, j'hésitais, je me disais, est-ce que c'est le coach qu'il faut à l'Union? J'étais pas convaincu par sa méthode ou son coaching, parce que tactiquement, je pense pas que ce soit le meilleur coach du championnat, mais force est de constater que au final, il a eu raison, tu vois. L'Union est bien revenue. À un moment, on se demandait même si cette équipe allait faire partie des playoffs 1. Et maintenant, la discussion, c'est est-ce que l'Union peut prétendre au titre? Donc, je pense que son travail doit être quand même récompensé et reconnu. Et au final, je pense que c'est un bon coach pour l'Union. Peut-être pas le meilleur, mais actuellement, c'est le coach qu'il leur faut. Et voilà. Ouais, je vais pas paraphraser ce qu'on a dit plusieurs fois déjà dans cette émission. Il est arrivé à la tête d'un club qui en fait chaque année changeait d'entraîneur et ça fonctionnait directement quoi. Donc forcément, tu avais des attentes démesurées peut-être, surtout pour un coach qui vient à peine de commencer sa carrière d'entraîneur. C'était assez compliqué pour lui de gérer ça au début. Maintenant, il avait quand même déjà un bon bloc, je trouve, depuis le début. Un bon bloc défensif, c'était vraiment offensivement qu'il y avait des problèmes et qu'il n'arrivait pas à concrétiser. Maintenant, ça commence à être réglé depuis quelques temps. Il fait des résultats. Franchement, moi, je trouve que c'est un bon coach. Il a bien repris ce qui avait été bien fait avant à l'Union et il a un peu ajouté sa touche personnelle quand même. Il a des fois juste des problèmes par rapport à ses profils de son noyau. Hein. Quand il n'a pas de joueur créatif comme Bouffal, c'est plus compliqué. Quand tu avais son attaquant Promise David qui ressemblait plus à Luis Vasquez qu'à autre chose, c'était compliqué. Maintenant, ça va mieux, quoi, tu vois. Enfin, donc, moi, je suis content que ça aille bien parce que des coachs belges, il n'y en a pas beaucoup. Surtout à l'étranger. Hein, maintenant que Clément en plus s'est fait virer, qu'est-ce qu'il reste Vincent Compagnie et Martin Martens qui fait un super travail à la ZD Alkmaar. Le style, hein. Et Will Steele. Ouais, mais bon, lui, il est plus anglais, lui. Considère plus anglais, je pense. Hein. English. Ouais, il y a Karl Hufkens aussi au NAC Breda, je pense. Qui fait ouais, c'est vrai. Mais bon, globalement, il n'y a pas beaucoup de coachs belges. Donc, les jeunes coachs belges, il faut leur laisser du temps. Et quand tu vois qu'il y a des bonnes choses, faut les laisser un peu en place, quoi. Parce qu'il y a un autre personnage en face qui, lui, ça fait un petit moment que ça propose plus grand-chose. Mais bon, on va peut-être en reparler après. Donc, Ouais, moi, pareil que vous. Moi, au début, j'avais eu des échos assez négatifs par rapport à son passage au Young Gang, que les parents n'étaient pas très, très fans. Après, bon, les parents, est-ce que c'est toujours un gang, en plus. Ouais, est-ce que c'est le meilleur avis, entre guillemets? J'en suis pas sûr, parce que bon, eux, ils pensent à leurs enfants. En tout cas, moi, je suis vraiment content. Je trouve que on n'a pas forcément été dur, parce que voilà, l'Union, c'est quand même un club dans l'opinion générale, surtout dans les médias, qui est peu critiqué, ou voilà. Mais c'était pas forcément facile, parce que ouais, comme tu dis, il a toujours été comparé à Felice Mazou, Karel Gerhardt et Blessing. Mais voilà, Mazou, il avait une expérience. Gerhardt, il était déjà dans l'équipe la saison d'avant. Blessing, il avait quand même, je pense qu'il avait été déjà entraîneur de l'année avec Ostende. Donc voilà, il n'arrive pas du tout avec les mêmes choses. Et je trouve qu'il a presque une équipe qui était encore plus dépouillée que les années précédentes. Où aux années précédentes, je pense qu'on le disait, où au moins offensivement, tu avais toujours un référent qui restait
ou un référent qui commençait à s'imposer. On a eu Puertas d'une année à l'autre, Nilsson, tout ça. Là, cette année, c'était bon. Normalement, ça va être Kevin Rodriguez, mais on est février 2025. C'est toujours pas le cas. Il a fallu le temps que Ivanovic grandisse, qu'un Bouffal puisse enchaîner quelques matchs. Et je trouve qu'il a fait du plutôt bon travail. J'ai hâte de voir ce que l'Union va donner en playoff parce que aussi, en plus, on en parlait avec Basile et j'étais pas d'accord avec lui. Après le nul face à Bruges, où lui parlait que les changements avaient été très mal gérés et qu'il pouvait perdre son groupe comme ça. Moi, je disais qu'au contraire, il montrait quand même dans les grands matchs, tous les grands matchs, il arrivait à être performant où il écrase Genk, il est invaincu face à Bruges, il avait aussi écrasé l'Antwerp dans mon souvenir, où il les avait battus. J'ai l'impression est-ce qu'ils les ont battus en infériorité numérique, peut-être? Oui, ils avaient gagné en infériorité numérique et c'était Genk qui l'avait massacré, genre 4-0. Ouais, 4-0. Donc je trouve que en plus c'est un coach qui gère plutôt bien les grands matchs et j'ai l'impression que son groupe est avec lui. Bon, on a vu la sortie de Bouffal un petit peu énervé, mais bon, voilà, ça peut arriver. Voilà, et je trouve que cette semaine, ça lui donne encore plus de poids parce qu'aller à Amsterdam face à un Farioli et pouvoir faire ce qu'il a fait dans le début de match impulsé, c'est top. Là, aller gagner face à Anderlecht, c'est top. Moi, je suis dans le train, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner et c'est chouette, comme tu dis, de voir des coachs belges aussi. Blessing, on adore évidemment, mais quand c'est un coach belge, c'est encore mieux. Et on espère qu'il va rester cette fois-ci. Il faudra qu'un coach va rester à l'Union 2 ans. Enfin, un coach va rester parce que bon là. Ouais, je pense qu'avec ce coach-là, l'objectif c'est quand même de garder au moins 1 ou 2 ans et avoir enfin une stabilité parce que changer de coach et changer d'effectif toutes les années, c'est pas ça qui va te faire gagner des titres. Ouais, après, ils diront que pour le moment, ils ont pas gagné, ils ont quand même gagné une coupe, mais pour le moment, chaque année, en changeant de coach, ça pose pas vraiment de problème. Mais moi, je trouve encore dommage pour Carole Gerhardt. Je sais pas exactement, et je sais pas si on saura un jour exactement ce qui s'est passé pour que ça continue pas, parce que Blessing, c'était la vie privée avec sa femme. Fechimazu, c'est lui qui a voulu partir. Mais là, normalement, ça devrait pouvoir continuer. À moins qu'Anderlecht vienne le chercher, mais bon, vu son passif et son passé avec le Standard. Il va chercher Clément. J'endors mal déjà d'y penser. Du coup, petite question en vitesse. L'Union est à 3 points du club de Bruges maintenant et à donc 11 points de Genk. Est-ce qu'on est dans une course à 3 pour le titre ou une course à 2 malgré tout? Ou 4? Je dirais quand même une course à 3. En vrai, je dirais quand même une course à 3. 12 points. Mais si ça se finit à 2, je ne serais pas étonné. Non, pour moi, c'est course pour à 3. Le divertissement, je dirais 3. Tu vois, je préférais que ce soit quand même un peu plus ouvert. C'est plus kiffant de regarder 3 équipes se battre plutôt que 2. Moi, je trouve que ça va être une course à 3. Déjà, je disais que l'Union, dans les gros matchs, ils sont toujours présents. Et contre Bruges, d'ailleurs, je trouve que c'est l'équipe qui a le mieux joué contre nous en Belgique. Les 2 matchs, vraiment, ils ont joué à un très bon niveau. Et ouais, ils perdent. Je crois que le match aller, ils prennent un but à la 80e sur corner. Et le match retour, c'est le 2-2 là où on revient de 2-0, il me semble. Donc, ils ont quand même proposé des bonnes choses et tout. Moi, je pense que dans les playoffs, ils vont faire grave mal. Ils peuvent vraiment faire un gros parcours. Hein. Ils vont pas commencer à 0 sur 12 comme l'année passée. Ça, c'est clair. Ils vont être dans le rôle du chasseur. Avec Anthony Maurice, on ne sait jamais. Même si je suis mauvais anglais, il est bon, mais son début de playoff d'Assan passé, je ne pardonne pas. Franchement, je pardonne pas. Ouais, là, pour l'instant, ils ont 6 points de retard sur Genk. À l'entame des playoffs, on commence maintenant, ils ont 6 points de retard. Vraiment, 2 matchs, ça peut être vite réglé. T'imagines, Genk commence par Bruges et l'Union et ils perdent des 2 matchs? Ouais, ça va être le divertissement. On sera là pour le vérifier. Déjà, l'année passée, chaque week-end, c'est une course à 2. Non, c'est une course à 3. Il y a Bruges qui se rajoute. Puis c'est exceptionnel. On parlait même de Genk avant la 5e journée. Ouais, parce qu'ils avaient gagné face à Anderlecht, je me souviens. Ils avaient 12 sur 12. Ouais, ils avaient aussi très bien commencé. Puis bon, ils ont décidé de. Oh, si on virait le coach, tout ça, blablabla. Bruges leur a mis 4-0, c'était fini. Pour se tourner vers l'adversaire du jour quand même, Anderlecht, donc nouvelle défaite pour les hommes de David Hubert dans un gros match. Donc je le tweetais tantôt, ça fait 10 sur 30 parce qu'ils ont affronté tout le monde du top 6, 10 sur 30. Donc c'est assez catastrophique. Est-ce qu'on doit là maintenant sonner l'alerte pour les Mauves ou est-ce qu'on peut dire bon, Dolberg était absent, Struycken était absent, Verskaren était absent, donc bon, on doit un petit peu relativiser cette défaite. En vrai,
La sonnette de l'alarme devait être tirée depuis très longtemps. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Que tu allais remplacer le coach par qui? Tu vois, là, je vois que Clément n'est pas bien. Nathan n'est pas bien parce qu'il y a peut-être Clément là qui se retrouve sans travail et que Anderlecht a besoin d'un coach. Donc, pourquoi pas? Mais non, la situation était déjà catastrophique il y a quelques temps et ça. Il n'y a rien qui change, tu vois, que ce soit, tu me dis, ils ont fait un 10 sur 30, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Donc, il n'y avait juste pas moyen de virer le coach et je ne vois pas pourquoi ils viraient le coach. Au moins finir la saison avec et, euh, et tu repars sur une nouvelle base avec un nouvel entraîneur la saison d'après. Mais c'était juste qu'ils n'avaient pas le choix et que voilà, au moins ils seront en play-off 1 et c'était l'objectif. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu qu'il y avait un joueur qui disait d'Anderlecht que le titre, on ne pense plus à ça parce que tu as 3 équipes devant qui vont se battre pour. Donc, autant faire bonne figure et ne pas s'humilier. Belle mentalité, hein. Ouais, je te jure. Bah, c'est clair qu'en même temps, quand tu vois le contenu sur le terrain, les 3 équipes au-dessus, c'est un tout autre niveau. Sans être méchant avec eux, je pense que David Hubert, ouais, il a montré ses limites, hein. En fait, il a surfé sur son intérim où il avait proposé du jeu pendant son intérim. Vraiment, c'était pas mal. Et il avait fait des résultats et tout. Puis après, il a été confirmé. Il a fait un mois de novembre là où Dolberg est en feu. Il marque tous les matchs et tout. Où il avait pris des résultats. Plus sa Coupe d'Europe qui était vraiment très très bonne en 2024. C'est en 2025 que ça commence à se corser. Donc en fait, il a vraiment pu avoir tout ça dans cette partie de saison. Et après, tu arrives en 2025 et c'est plus compliqué de changer de coach maintenant, tu vois. Ouais. C'est compliqué, tout ça. Et bah, maintenant, t'entames les playoffs, mais ton équipe, tu vois bien, même si tu as des blessés, tu as ci, tu as ça, bah, ça va être quand même compliqué de faire mieux que la 4e place. Donc, est-ce que tu vires quand même ton coach comme Bruges avait pu le faire l'année passée et espérer un regain d'énergie du groupe ou je ne sais quoi pour aller chercher mieux que la 4e place? Ou est-ce que tu gardes quand même Hubert en te disant, de toute façon, on va attendre cet été pour trouver quelque chose de mieux, tu vois? Enfin, faudra voir. Et je voulais aussi souligner un truc qui m'a choqué, c'est que tu as l'Union qui sort de 120 minutes, et tu as Ouais. Anderlecht qui a joué 90 minutes, et quand tu vois sur le terrain que l'équipe qui était la plus fraîche, c'est l'Union, tu te poses des questions, tu te dis mais c'est pas possible. Les Quand tu as une préparateurs équipe physiques du Anderlecht, un jour, il faudra qui a nous joué parler, 30 hein. minutes en plus à Amsterdam, et tu as Anderlecht qui recevait, et quand tu vois le match, je sais pas, moi je comprends pas. En plus, ils n'ont pas montré de personnalité. Enfin, quand ils étaient menés ou quoi, c'est pas une équipe qui se dit on va aller à la guerre pour revenir face à l'Union, on peut pas perdre. Non, ouais, ok, bon, on perd. On attend la fin du match, hein. Bah, ils se sont Non. laissés faire, c'est ça, c'est Ouais, clair. en tout cas, ils vont pas à la guerre pour leur Pas de coach, hein. réaction. 2-0, toujours pas de réaction. C'est comme ça, on est moins fort et on laisse Ouais. tomber. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai vu. Moi aussi. Donc, pour le classement, donc, on a Genk premier avec 61 points, suivi par Bruges à 9 points, donc 52 points. L'Union, donc 12 points derrière avec 49. Anderlecht 45. Antwerp 44. La Gantoise 41. Et le Standard, donc, à 38 points. Donc, voilà, on a terminé pour ce sujet-là. On va passer aux arrêts de jeu si vous avez quelque chose ou pas. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? Dont vous avez envie de parler. Pour une fois, j'ai dit, ouais, c'est bon, je vais arrêter de. Ouais, si c'est une émission sur la Belgique, on parle de la Belgique. Non, si vous avez envie même de parler de la Coupe du Mexique et du but de Gignac avec les Tigresses, faites ce que vous voulez. Bah, moi, pour rester sur la Belgique, moi, je trouve ça quand même fou parce que bon, il y a eu l'officialisation du joueur. Je trouve ça quand même fou que des supporters s'en prennent à un gamin de 17 ans qui a choisi la Grèce à la place de la Belgique. Les gars, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres joueurs. Si c'est son choix de cœur, c'est ses origines, il n'y a rien qui l'oblige à jouer pour la Belgique. Donc, si c'est son choix, il est assez intelligent de prendre la Grèce et puis c'est tout. On lui souhaite bonne chance. Il n'y a pas besoin d'aller insulter dans les commentaires sur Instagram, le traiter d'ingrat, tout ça. Non, moi, je trouve que c'est vraiment con de penser à ça. C'est pas parce que tu as été formé en Belgique ou tu es né en Belgique que tu es obligé d'y jouer. On aurait aimé, oui, et on est déçu, oui, mais c'est le choix du joueur. Tu vois, tu peux pas comprendre
ce que Ouais. ton cœur dit. Si son cœur lui dit de prendre la Grèce, il prend la Grèce. C'est un point, c'est tout. On lui souhaite bonne chance, bonne continuation. Stop. Il n'y a pas besoin d'harceler. Tout ça, ces gamins, ils limitent des fois. Je vois des trucs racistes et ça me dégoûte. Donc, ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Ouais, putain, tu m'as taclé là. C'était. Ouais. J'allais parler des binationaux, là, tu m'as taclé, tu n'as aucune peine. Bah, justement, au dernier moment, je me suis dit, je vais parler de ça parce que ça m'a énervé. Mais sinon, j'allais parler de Courtois. Donc, si vous voulez parler de Courtois, je vous lance, allez-y. Non, ça va. Bah, pour continuer sur binationaux. Franchement, je suis arrivé dans l'émission, j'étais énervé. Parce que là, je vois des tweets depuis 1 heure. Mais de base, je comptais en parler avant même que Costas, Karatsas officialise donc son choix de jouer pour la Grèce. Par rapport à ce qu'on lit par rapport à Talbi, où ben voilà, son père a parlé dans les médias flamands, comme quoi ben, ça s'est pas bien passé avec la fédération après sa blessure, qu'ils n'ont pas forcément pris des nouvelles de lui. Et voilà, il y a certes une petite rancœur. Moi, ce que je lis, on lui a tout donné, ça se fait pas, gna gna gna. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Déjà, j'ai l'impression que les gens ne savent pas qu'on parle de football. C'était juste du foot. Moi, vraiment, perso, ça m'énerve vraiment de lire ce genre de choses. Je pense que les joueurs, entre guillemets, ne doivent rien parce que certes, oui, ils sont appelés en sélection nationale, mais ils sont pas appelés en sélection par charité. Hein. C'est parce qu'ils performent dans leur club. C'est pour ça, à la limite, je peux comprendre en club qu'on puisse dire s'il y a un joueur qui a 16 ans, 17 ans, qui était formé, tout ça, sans signer son contrat pro dans un club étranger, je peux comprendre ça. À la limite, en équipe nationale, c'est un choix du cœur. En plus, là, je vois Dizzy, mais il connaît quoi, la Grèce, tout ça. Plus Karetsa, c'est quand même quelqu'un qui a toujours montré un fort attachement à la Grèce sur ses réseaux sociaux. Je pense qu'on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas. Je voyais quelqu'un qui en parlait sur les réseaux, que c'est quand même quelqu'un qui est né. Donc, il est né en 2007. Alors oui, c'est 3 ans après, mais c'est quand même une période où la Grèce, 3 ans avant, ils ont été champions d'Europe. On sait que c'est des gens qui sont très attachés à leurs origines, à leur pays. Moi, ce que je lis, perso, je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement, au début, je pensais même que c'était un peu de racisme sur Talbi, en me disant, voilà, mais aujourd'hui, presque, c'est triste, ça me rassure, en me disant que même un Européen comme Karatsas, c'est pareil, on lit les mêmes choses qu'on lisait sur un Talbi. Les joueurs font le choix qu'ils ont envie, ils ne doivent rien à personne. S'ils ont envie de jouer pour la Grèce, ont envie de jouer pour la Belgique, ils font leur choix. Tant qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, et que c'est pas pour revenir ou s'il n'y a pas eu de sélection ou quoi, parce que je pense que si Karatsas il choisit la Belgique, mais que dans 2 mois il se blesse, la sélection il en a plus rien à foutre. S'il revient pas à son niveau, il en a plus rien à foutre. C'est du donnant-donnant, quoi. La Belgique, ils ont entre guillemets appelé Karatsas parce qu'il était bon, hein. Et Messi, il était moins bon, qu'il y avait un autre joueur qui était meilleur que lui, ils auraient pris cet autre joueur. Donc, il faut arrêter un petit peu 2 minutes de penser qu'un joueur doit tout à une sélection. Enfin, pour moi, je comprends pas. Bah oui, surtout que les binationaux, ils se battent, tu vois, pour être à cette place-là. C'est pas on te laisse sur un trône et on te dit, voilà, t'es bien et tu nous choisis. Tu vois, ils se sont battus pour avoir cette place-là parce qu'ils sont talentueux, qu'ils jouent bien. Ils n'ont pas pris la place d'un. Parce que j'ai lu ça et je suis devenu fou, d'un Belge d'origine. Tu vois, il y en a, ils disent, ouais, ils voient la place d'un Belge qui voulait peut-être jouer pour la Belgique, tout ça. Non, les gars, il s'est battu pour être là. S'il n'a pas envie de choisir la Belgique, il ne choisit pas. On lui en veut pas. On ne connaît pas la vie personnelle d'un joueur ou de n'importe. Tu vois, c'est un choix du cœur. Si son cœur lui dit c'est la Grèce, c'est la Grèce. Tu vas pas forcer quelqu'un parce qu'il est né en Belgique. Je trouve ça fou. Et moi, je pense que ça vient d'un peu d'une paranoïa où t'as des gens qui pensent qu'on n'a plus de talent et que tous les joueurs, tous les binationaux, on est obligé de les prendre parce que peut-être que dans X temps, on n'a plus de joueurs et que les gens ont peur alors que c'est pas le cas. Il a 17 ans, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, ça pourrait être leur petit frère, leur fils ou quoi. Il a 17 ans et ça vient lui prendre la tête. En plus, c'est pas comme s'il a attendu 23 ans, qu'il a regardé et qu'il vient par opportuniste. En plus, c'est vraiment même pas de l'opportunisme parce qu'il vient dans une équipe qui est plus faible en plus. Et pour revenir, pour parler d'opportunisme, le gardien Milan, lui, on peut parler d'opportunisme. Et pourquoi on ne voit pas ce genre de commentaires? Et tu avais les gens qui l'accueillaient à bras ouverts. Ouais, s'il te plaît, viens, on a besoin de toi. Ça, c'est un opportuniste. J'ai vu personne s'en prendre à lui. Et là, tu as un petit gamin de 17 ans qui fait un choix du cœur. Tout le monde lui tombe dessus. Moi, je trouve ça fou. Ouais. Pareil. Moi, je partage votre avis là-dessus. Hein. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas vu. Parce que aussi, ça montre, c'est vraiment parce que le joueur il y a de l'espoir et tout. Parce que moi, j'en parlais avec Carter. Il y a aussi un joueur qui a fait son choix un petit peu plus tôt dans l'année,
mais qui n'était pas hype et qui maintenant commence à devenir hype du côté de Lille, c'est un Mouko. C'est bizarre, là, j'ai pas vu de gens qui sont venus ou quoi. C'est parce qu'entre guillemets, les gens avaient rien à foutre de Mouko, Ouais. donc il a choisi le Congo, on n'a rien à foutre. Alors que lui aussi, c'est un joueur qui est né en Belgique, enfin, j'imagine, j'espère en tout cas qu'il est né en Belgique, je dis ça comme ça, qui était formé, qui était à Malines la saison passée. Ben, tout le monde s'en fout parce que c'est pas un joueur hype. Donc en gros, ouais, les bons joueurs venaient et tout nous a formés, mais par contre, les joueurs qui sont peut-être un peu moins bons, parce que Mouko est très très bon à Lille, hein, mais il n'avait pas cette hype comme maintenant il pourrait avoir s'il avait fait son choix. Là, on s'en foutait. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, perso, je pensais pas qu'autant de gens avaient cette façon de penser parce que là, sur Twitter, sur les différentes pages, quand je vois dans les commentaires ou pas, waouh, je trouve ça assez effrayant. Ouais, ça vole pas haut du tout. Hein. Mais j'ai peur, enfin, j'espère en tout cas que ça va pas commencer à aller à le siffler dans les différents stades de Pro League parce que si on vient. Non, ce serait bête de faire ça. Bah, les supporters de foot, malheureusement, Nathan, ils sont pas très très intelligents. Hein. Bah, le pauvre, c'est un gamin, vraiment. Non. En tout cas, non. En fait, je peux comprendre qu'on soit déçu de ça, parce que ouais, c'est évident, c'est un gros talent et on peut être déçu, évidemment, mais tu lui souhaites bonne chance et c'est bon, tu passes avec tes joueurs que tu as. On a plein de talents en Belgique, hein. C'est pas comme si on était, avec tout le respect, on n'est pas la Hongrie ou ce genre de truc. On a vraiment beaucoup, beaucoup de talents dans. J'ai dit la Hongrie alors qu'ils sont une super équipe, mais tu sais, on a plein de talents et tout. Quand tu regardes la sélection de jeunes. Ah, ok, la Roumanie. Ouais. Ça fait un bon Enfin, on devrait être fiers en fait aussi d'être un pays comme ça, avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de joueurs binationaux qui viennent de partout, qui choisissent de représenter des pays. Bon gang, le problème c'est que ces deux numéros 10 ont décidé de choisir leur autre nationalité avec Bilal déjà qui est parti au Maroc et maintenant au Kassas. Ouais. Le suivant, Yeldrissen, n'a pas de double nationalité. Lui. Ouais, et avant ça, c'était Luka Oyen, mais il s'est fait les croiser 2 fois. Vraiment, voilà. Donc, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça se passera bien pour lui, que les gens se redescendent. C'est du football, calme. Chacun fait ses choix. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à insulter ou à parler de gamins de 17 ans. Il faut redescendre et tout ira bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous aviez envie de parler? Bon, je peux vite faire revenir sur le match du week-end. Real Madrid. Et non, à 17h30 hier, alors qu'on venait de subir un horrible Bruges Standard, quelques heures après, quelques dizaines de minutes, on a eu un magnifique City-Liverpool avec une équipe d'Arne Slot toujours aussi forte, avec un Manchester City toujours plus près de la tombe, hein, toujours plus près du cimetière. Ils sont vraiment, c'est des cadavres, c'est horrible. Et Liverpool se rapproche du titre et moi je suis très content de ça. C'est juste ça. Ben, tu sais quoi, moi, une populaire opinion, mais j'ai pas trouvé City aussi nul. Par exemple, que la double confrontation contre le Real, je les ai trouvés vraiment. Il s'est juste dépassé. En fait, tu avais vraiment juste une classe d'écart, même quand ils sont pas nuls, quoi. Enfin, c'est ça qui. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, Doku a réussi 15 dribbles, donc. Ouais, il a dribblé le monstre en défense, Alexander Arnold, un nombre incalculable de fois. Faut saluer la performance. Non, je rigole, j'adore Doku. En tout cas, c'était mon autre truc. Si on devait en parler, j'étais content de. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un Doku qui dribble. Qui voilà, ça faisait longtemps. Et avec Haaland, vraiment, il met une passe D, on sait pas. Hein. Ouais, je pense que là, peut-être qu'il a regagné sa place dans le 11 et je serais pas étonné que ça parte dans les prochaines semaines sur Haaland, Doku, Savigny avec un Marmouche derrière et pas l'horrible Phil Foden. Catastrophique, le cataclysmique Phil Foden. L'année passée, c'est terrible. Hein. Ah, il me dégoûte, vraiment. Cramé à 24 ans, il faut le faire. Hein. 25 peut-être déjà. Mais... Cramé à 24, sachant qu'il joue une saison sur 2 titulaires déjà. Ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud. Mais bon. Après, moi, je voulais aussi revenir sur Thibaut. Courtois. Ça sent bon son retour pour mars. Donc, je suis assez content. Ça me hype pas mal, mais j'aimerais quand même qu'il s'excuse auprès de ses coéquipiers parce que, faut se le dire, cette histoire, en vrai, c'est une histoire de gamin. Ah oui. Une histoire de bracelet où tu t'en prends la tête, ça fuite dans la presse, t'as ton coach qui en parle. Ça aurait pu être réglé beaucoup plus tôt, mais bon, je suis quand même hype qu'il revienne. C'est quand même le meilleur gardien du monde. Chaque week-end dans ce magnifique stade, je le vois, donc voilà, je suis content. Ouais, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que il a dit dans la presse, le temps m'a donné raison, genre il a pas fait d'erreur, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu. C'est pour ça que je te dis que. Ouais, faut quand même s'excuse.
il est immature sur certains points. C'est très puéril, très gamin. Le temps lui a donné raison sur Tedesco, parce que c'est pas un bon coach et c'est pas le coach qu'il nous fallait. Mais comment ça. Il est parti, non, ça lui a pas donné raison. J'espère, on verra. En tout cas, d'ailleurs, hein, pour l'annoncer pour ceux qui seront encore là après 1h15, c'est donc au mois de mars, mois prochain, il y aura 2 lives. Un live un vendredi pour revenir sur la liste de Rudy Garcia, la première liste. J'ai hâte de voir. Je suis tellement hype de voir ce que ça va être. À quoi elle va ressembler. T'inquiète, il y aura du Joaquin, il y aura du Maxime. Peut-être il y aura du Hans et du Brandon. Il faut du Hans là. C'est le meilleur milieu de l'aile. Non, mais Hans, c'est quasiment sûr. Je ne pense pas qu'il y aura du James Dean, malheureusement. Non, il n'y aura pas. Mais même, il n'a pas le fin. C'est un peu tôt, même au-delà du fait qu'il soit un binational, etc. Ouais, mais bon, après, son remplaçant est remplaçant d'Ivan Perisic. Son concurrent est remplaçant d'Ivan Perisic, 34 ans. Hein. Après, il a fait une bonne montée contre la Juve. Ah, je sais pas, j'aurais pas regardé le match, évidemment. Je regarde pas le PSV, je regarde pas Bakayoko. Mais non, mais on va en tout cas, voilà. Donc on sera en live le 14 et en live aussi pour débriefer la double confrontation face à nos meilleurs amis ukrainiens pour nous rappeler au bon souvenir de l'Euro. Un super match qui ne pourra jamais sortir de mémoire, en tout cas. Hâte de voir ça. On peut dire qu'on arrive à la fin, les gars. Une petite heure quart à parler de Pro League, de football européen. On se retrouvera la semaine prochaine pour encore parler de Pro League. C'est une semaine, un mois de mars à fond Pro League. Merci à vous. Merci à toi, Patrick. Merci à Nathan. Toujours un plaisir d'être là, toujours un plaisir de débattre. Donc, voilà. Toujours pareil. Donc voilà. Sur ce, on va vous laisser. On espère que vous avez apprécié et on se retrouve lundi prochain. Ciao.